À l'ombre des jeunes filles en fleurs, deuxième partie. Nom de pays, le nom. Une version abrégée, lue par Laurence Grenier. Deuxième partie, nom de pays, le pays. 2 ans avaient passé. Les sentiments que j'avais pour Gilberte avaient totalement disparu, ou presque, et j'étais sur le point d'aller à Balbec avec ma grand-mère. Par intermittence, je passais des moments douloureux à l'idée de ne plus voir Gilberte, peine réveillée par des coïncidences telles que, par exemple, le jour où j'entendis sur la digue de Balbec quelqu'un parler du directeur du ministère des Postes. Ma douleur fut aiguë, ce nom me rappelant une conversation que j'avais eue avec Gilberte et que j'avais totalement oubliée. Or, les souvenirs d'amour sont régis par les lois de la mémoire, elle-même soumise aux règles de l'habitude qui affaiblit tout avec le temps qui passe. C'est seulement ce que nous avons oublié, parce qu'insignifiant, qui peut revenir avec force, n'ayant pas été amoindri par la mémoire. En changeant mes habitudes, mon indifférence pour mon ami allait se renforcer. J'étais comme un convalescent qui fait sa première sortie. Nous partîmes par le train. À partir de ce lieu merveilleux, d'où l'on va découvrir des pays lointains, et tragique à la fois, d'où l'on doit abandonner l'idée réconfortante de retrouver la chambre que l'on connaît. Dans un de ces grands ateliers vitrés, comme celui de la gare Saint-Lazare où j'allais chercher le train de Balbec, et qui déployait au-dessus de la ville éventrée un de ces immenses ciels crus et gros de menaces amoncelées de drames, pareil à certains ciels d'une modernité presque parisienne, de Mantegna ou de Véronèse, et sous lequel ne pouvait s'accomplir que quelque acte terrible et solennel comme un départ en chemin de fer ou l'érection de la croix. La veille de mon départ, j'avais appris que ma mère ne viendrait pas, ce qui m'avait rendu l'idée du voyage plus effrayante encore. Le trajet était entrecoupé d'un arrêt de 24 heures pour que ma grand-mère rende visite à une amie, tandis que j'utiliserais ce temps pour aller voir l'église de Balbec, éloignée de notre destination finale de Balbec-Plage. Au moment du départ, ma mère, craignant que je ne sois tentée de rester avec elle plutôt que d'affronter l'idée d'une nouvelle demeure, s'était arrangée pour ne pas dormir à la maison, après avoir essayé de me remonter le moral en me rappelant quelle chance j'avais de voyager, et en m'assurant que, dès le lendemain, j'aurais une lettre d'elle. Pour la première fois, je me rendis compte que ma mère pouvait avoir une vie sans moi. Ma grand-mère emmenait avec moi Françoise, notre vieille servante, et je remarquai comme celle-ci avait l'air intelligente. Elle n'avait eu que la malchance de ne pas avoir accès au savoir qu'on acquiert à l'école. Au moment de partir, j'essayai de retenir mes larmes. Le médecin ayant recommandé que je boive au dernier moment un peu trop d'alcool pour à la fois me rendre plus euphorique et éviter une crise de suffocation, je lui obéis dans le bar du train. Je vis que ma grand-mère, malgré mes protestations, me regardait toujours avec anxiété. Elle m'invita à lire Madame de Sévigné, tandis qu'elle se plongeait dans un tome des mémoires de Madame de Bonsergent, 2 auteurs qui ne la quittaient jamais. Elle m'avait appris à aimer Madame de Sévigné pour ce qu'elle présentait les choses telles qu'elles sont tout d'abord perçues, et non comme un effet de ce qui les cause. Un autre artiste, le peintre Elstir, allait bientôt m'influencer profondément pour les mêmes raisons qui m'avaient fait admirer la marquise, dont les lettres étaient très Dostoïevski. Elle peignait les paysages comme l'auteur russe peignait les caractères. Après avoir laissé ma grand-mère chez son amie, je continuai mon voyage avec plaisir, bercé par les mouvements du train. Le lendemain, à l'aube, le paysage devint plus accidenté. Les levées de soleil sont un accompagnement des longs voyages en chemin de fer, comme les œufs durs, les journaux illustrés, les jeux de cartes, les rivières, où débarquent ces vertus sans avancer. Nous fîmes un arrêt dans une petite gare où une grande jeune fille offrait du café en longeant les wagons, et sa vue me donna un fort désir de vivre, désir toujours éveillé par l'idée de la beauté et du bonheur.
Cette situation où je me trouvais, réveillée très tôt, contrairement à mon habitude, aiguisait toutes mes facultés. Et la vie que j'aurais pu passer aux côtés de cette jeune fille me parut soudain délicieuse. Quand j'arrivai à Balbec, où je m'attendais à trouver une église de style persan en bord de mer, je découvris que le rivage était à plus de 5 lieues, et que l'église que j'avais imaginée battue par l'écume des vagues n'était entourée que d'une salle de billard, de toits et d'une ligne de tramway. Je m'attachai à contempler les sculptures dont je connaissais les moulages du musée de Trocadéro. La Vierge illustre, toute recouverte de suie, une petite vieille en pierre. Ce n'était que cela l'œuvre que j'avais désiré tant voir, Balbec, dont Swann avait dit que c'était aussi beau que Sienne. J'attribuais ma déception à mon état de fatigue. Je me dis que j'avais d'autres villes à découvrir, mais pour Balbec, une brèche avait entamé son nom à jamais. La réalité avait chassé les images que le nom inviolé renfermait. Je retrouvai ma grand-mère dans le train omnibus, mais sans Françoise, qui, supposée partir en avance pour que tout soit prêt pour notre arrivée, devait filer vers Nantes, suite à une erreur de direction commise par ma grand-mère. Elle-même semblait fatiguée par la chaleur et s'enquit de l'impression que j'avais eue de Balbec, sûre que j'en avais été ravie. Je n'osais la décevoir. Je m'attachais maintenant à imaginer le directeur de l'hôtel où nous allions rester, car j'étais gênée d'avance d'arriver avec ma grand-mère qui ne manquerait pas de discuter le prix de notre séjour. Arrivée au grand hôtel, ma grand-mère, ne se souciant pas de l'opinion des étrangers qui nous entouraient, me fit honte, comme je le craignais, en allant discuter nos conditions avec le directeur, un homme couvert de cicatrices d'acné, à l'accent indéfini, à qui, lors d'un passé cosmopolite, en smoking, qui portait un jugement erroné sur la classe des nouveaux arrivants, son seul critère étant leur position dans la société. De plus, il truffait ses propos d'innombrables contresens. Me faisant tout petit pendant que ma grand-mère parlementait avec lui, je regardais les habitués avec un sentiment de grande solitude. Je suggérais que nous rentrions à Paris, car je me sentais mal. Ma grand-mère prétendit aller faire quelques courses utiles pour moi, que nous restions ou non à Balbec. En l'attendant, je me promenais dans les rues pleines de gens, pour essayer d'adoucir le supplice que représentait pour moi cette nouvelle habitation. Rentrant à l'hôtel, je me sentis découragé, épuisé, fiévreux, et la vision de ma chambre ne pouvant m'apporter de réconfort, faute d'habitude, je me concentrais sur des détails nouveaux pour moi, car c'est notre attention qui met des objets dans une chambre et l'habitude qui les en retire et nous y fait de la place. J'étais si cruellement déboussolé que j'avais envie de mourir. Mais ma grand-mère revint et mon univers se rétablit. Je me jetai dans ses bras, embrassai sa figure pleine d'une immense bonté. Elle m'aida à me mettre au lit en me disant de frapper au mur qui séparait nos chambres au cas où j'aurais besoin d'elle. Ce que je fis ce soir-là. 3 petits coups auxquels elle répondit tout de suite, signalant ainsi qu'elle allait venir. Et le lendemain, les jours suivants, dès qu'elle répondait à mon signal, elle venait me faire un petit exposé de la situation matinale, s'il y avait du brouillard, l'heure, la voiture qu'on attendait, toute une petite symphonie orchestrée par le rythme des 3 coups tapés au mur, information dont je me servis durant tout le séjour pour alimenter mes conversations avec tous ceux que je rencontrais. Après la première nuit où je souffris tant de dormir dans une chambre inconnue, je pris l'habitude au réveil de me précipiter à ma fenêtre pour voir l'état de la mer, paysage splendide qui changeait chaque jour avec le passage du soleil ou du vent. Dans la grande salle à manger, pour notre premier déjeuner, ma grand-mère, pensant à ma santé et ne se souciant pas de l'opinion de nos voisins, entrouvrit la fenêtre pour que je puisse profiter du bon air, et ce faisant, laissa s'engouffrer un courant d'air qui décoiffa les vacanciers furieux, aggravant mon isolement et ma tristesse. Une partie importante de la clientèle de cet hôtel de grand luxe était faite de notables de la région. Un premier président de Caen, un bâtonnier de Cherbourg, un notaire du Mans
qui venait régulièrement en réservant d'une fois sur l'autre les mêmes chambres. À ce petit groupe local se joignaient un avocat réputé et un grand médecin, tous deux parisiens. Ses clients détaillaient avec méfiance tout nouveau pensionnaire et, sans y paraître, obtenaient des renseignements par le maître d'hôtel Aimé, qui leur était fidèle d'une année sur l'autre. Leurs épouses tricotaient pour le bébé qu'attendait la femme d'Aimé, mais avec leur face à main, nous regardaient de haut, ma grand-mère et moi, car nous mangions la salade avec des œufs durs, ce qui n'était pas chic à Alençon. Il méprisait aussi un drôle d'individu, un Français nommé Majesté, car il avait acheté une île en Océanie. Il habitait l'hôtel avec une jolie maîtresse surnommée la Reine, et gâtait généreusement le personnel de l'hôtel et enfants sur la plage. Il médisait d'un jeune fils d'industriel qui perdait gros au casino, ainsi que d'une vieille dame riche entourée de tout son train de maison. En fait, ces bourgeois qui se moquaient avaient peur d'être considérés moins chics que tout ce monde-là. La vieille dame était isolée du personnel de l'hôtel aussi bien que des clients grâce à ses domestiques, qui maintenaient autour d'elle le monde qui lui était familier. Nous n'aperçûmes pas cette dame le jour de notre arrivée, mais en revanche, au déjeuner, nous vîmes un hobereau de Bretagne et sa fille, monsieur et mademoiselle de Stermaria, dont le directeur nous avait attribué la table habituelle, croyant qu'ils étaient partis en visite. Ils n'étaient à Balbec que pour aller voir des châtelains du coin, et ainsi passer le moins de temps possible à l'hôtel. Monsieur de Stermaria, qui en fait n'était pas sorti, nous fait changer de table ce jour-là avec morgue et sans la moindre excuse. Une élégante actrice, son jeune et riche amant, flanqué de deux amis aristocrates, faisait une bande à part. Ils passaient des heures à jouer aux cartes, avant d'aller le soir dîner dans les bons petits restaurants, évitant ainsi la grande salle à manger, toute inondée de lumière, et derrière les vitres de laquelle, dans l'obscurité, les petites gens s'écrasaient le visage pour apercevoir le luxe dans lequel baignait la clientèle du grand hôtel. On aurait dit qu'ils regardaient à l'intérieur d'un aquarium. Tandis que l'actrice élégante et ses trois compagnons prenaient une voiture pour aller dîner dans un restaurant des alentours, à l'aise comme s'ils allaient de chez eux au café anglais, je n'arrivais pas à me détacher de ce que pouvaient penser de moi tous ces gens qui m'entouraient. Parmi eux, le grand seigneur du coin, qui venait parfois à Balbec, le beau-frère de Legrandin, dont le personnel de l'hôtel, à cause de ses manières vieillottes, avait cru qu'il était d'origine modeste. Seule la femme du notaire avait su déceler la distinction du gentilhomme sous les atours démodés. Je rêvais d'être remarqué, d'éveiller la sympathie de n'importe lequel de tous ces personnages qui défilaient à l'hôtel, quelle que soit leur origine, la vie balnéaire leur donnant un prestige qui m'était inaccessible à moi, pauvre esselé, qui n'allait de la plage à la salle à manger de l'hôtel que pour m'asseoir sur le sable de la plage. Mais de tous ces êtres qui m'ignoraient, c'est le mépris de monsieur de Stermaria qui me faisait le plus souffrir, à cause de sa fille dont j'avais tout de suite remarqué le joli visage racé.